Un sprint plutôt propre, Jackie, pardon. Oui, un sprint propre. Alors c'est vrai qu'on avait le plan A en cas d'arrivée massive avec le train de l'Alpecin. Là, ça a été le plan B. On n'a que 40 coureurs dans le final. Mais en fin de compte, le plan B, c'était le même que le plan A. Alors, ce qui est quand même extraordinaire dans cette équipe Alpecin, on l'a dit avec Steve, on est à 7-8 km de l'arrivée. On voit Caden Groves rouler. On voit Mathieu Van Der Poel rouler. On voit Jonas Rickaert rouler. On se dit, ils vont plus être capables de lancer le sprint. Eh ben, le plus fort, c'est que si. Alors, attention, il y a une petite erreur, parce que j'ai été surpris. Là, ne tenez pas compte de ça, il y a environ, on doit être à 700 mètres de la ligne. Donc il faut enlever 150 mètres par rapport aux indications, car on a dit à un moment que Philipsen avait lancé le sprint à 400 mètres de la ligne, pas du tout. Donc ça c'est quand même important. Et là regardez, Rickaert, il a roulé. Et il est encore là pour lancer le sprint. Et une fois que Jonas Rickaert va s'écarter environ à 600 mètres de la ligne, bah c'est le plan A, hein. Comme d'hab. On prend qui? Eh bien, on prend Mathieu Van Der Poel, qui à 600 mètres de la ligne va prendre les choses en main. Bon, c'est du tableau noir, hein. Il n'y a pas de problème. Puis une fois que Mathieu Van Der Poel va s'écarter en environ 500 mètres de la ligne, ça va être ça. Regardez, on laisse couler. Ouais, il va même faire un relais énorme, paf. Là, on est environ à 400 mètres de la ligne. Mathieu Van Der Poel va s'écarter. Caden Groves, qui a roulé à 5-6 km de l'arrivée, va être encore capable de lancer le sprint. On ne se préoccupe pas de ce qui se passe derrière. Mais là, le boulot de Caden Groves, ça va être juste énorme. Il va s'écarter à 250 mètres de la ligne. J'ai dit, ne vous occupez pas de ça. Voilà, parce que là, regardez, là, on a... J'ai vérifié hein, quand même. Lorsqu'il s'écarte, on est ici. Hop, pardon. Hop. On est, vous me croyez sur parole, 250 mètres Je veux voir le panneau. 250 mètres de la ligne. Puis derrière, il avait tout analysé, Mathieu Van Der Poel, Jasper Philipsen. Il a bien vu que Milan n'était pas là. Il a bien vu que Philipsen n'était pas là. Il s'est dit, moi, un Warren Schold, un Binyam Girmay, j'en ai un dans chaque jambe. Et en lançant à 250 mètres de la ligne, il était sûr de gagner. Mais Mathieu Van Der Poel, Jonas Rickaert et Caden Groves, qui ont roulé dans le final, être capables encore d'amener le sprint comme ils l'ont fait. Vraiment du beau boulot. On va s'arrêter tout de même sur cette image de Jasper Philipsen, donc, parce que c'est important. Pour la première fois de sa carrière, il va porter le maillot jaune de ce Tour de France. Audrey, dans une carrière, c'est un moment très important. Évidemment, je pense que c'est le maillot de leader que tout coureur souhaite porter, et surtout c'est le maillot de leader que tout coureur, peu importe le style de coureur qu'on est, on a envie de porter, qu'on soit sprinter, grimpeur, coureur de classement généraux ou de classique, on veut tous porter le maillot jaune. Pour lui, c'est un grand moment. Et on voit, hein, il a une émotion un peu différente des émotions qu'il a d'habitude. C'est quelqu'un d'assez froid, qui n'exprime pas énormément de sentiments. Là, on le voit, c'est une joie particulière pour le Néerlandais, pour le Belge, pardon. Louis-Pierre, il est épaulé en plus, Jasper Philipsen, pour le garder, ce maillot jaune, quelques jours. On va peut-être se le passer même. Hein. Je pense qu'il y a moyen de jouer collectivement. On parle beaucoup des collectifs, des coureurs du classement général, mais du côté de cette équipe avec Caden Groves, avec Mathieu Van Der Poel, demain il va y avoir embouteillage, parce qu'on attend une étape peut-être un peu plus accidentée demain, pas forcément un sprint. Mais vu la forme affichée aujourd'hui, il est capable, je pense, de le conserver demain, d'être toujours en jaune demain soir. À voir si on se met au service de Mathieu Van Der Poel ou si on se dit qu'on a pris le maillot jaune avec Philipsen et qu'on décide de jouer sa carte. Et Meurice était là dans le final aussi. Hein. Ça, c'est assez impressionnant. Meurice, ouais. On voit Jonas Rickaert qui tape dans la main de Meurice. Ils étaient 6. Les deux seuls qui n'étaient pas là, c'est les deux qui ont roulé toute la journée, Dillier et Verspringue. Là, ce soir, autant il y a des équipes, ça va certainement bien gueuler dans le bus, autant chez eux, là, ça va. Masterclass. Ouais, Champagne. Je voulais vous montrer une image marquante aussi de cette première étape. C'est le moment où eh bien, ça a cassé dans le peloton dans ce final à 22 km de l'arrivée. Puis je crois un petit peu plus tard, suite à l'accélération
de la Visma Lease Bike avec Jonas Vingegaard. Et ça a provoqué, Jackie, une grosse cassure. On a perdu des prétendants aussi pour la victoire finale avec cette, je ne sais pas si on peut parler de bordure, mais en tout cas, on a piégé certains grands noms comme Remco Evenepoel. Oui, alors c'est vrai qu'on avait pas mal de coureurs de la Visma Lease Bike, avec notamment Eduardo Affini. Mais c'est vrai qu'il y a été. Vingegaard, hein, c'est lui qui a été un peu à l'origine de cette cassure, pendant que Tadej Pogačar, lui, était là, aux avant-postes, mais sans trop en faire. J'ai pas regardé, mais je pense qu'il n'y avait que Tim Wellens, hein, avec Tadej Pogačar aujourd'hui. Je trouve qu'il a pris beaucoup de vent, Jonas Vingegaard. Alors oui, comme vous l'avez dit, ça lui a permis de reprendre du temps, notamment à Remco Evenepoel avant le contre-la-montre de Caen, car si on se réfère au dernier Dauphiné, où il avait perdu beaucoup de temps par rapport aux Belges, bien là l'avantage, j'ai pas regardé 40 ou 50 secondes de débours sur 49 secondes sur la ligne d'arrivée. Donc on le sentait impatient, Jonas Vingegaard, d'en découdre, toujours aux avant-postes. On l'a même vu marquer un petit point au Grand Prix de la montagne. Voilà, il veut se mettre en confiance. Je l'ai trouvé en tout cas beaucoup plus nerveux qu'un Tadej Pogačar, qui lui est resté sage, toujours là, mais beaucoup plus sage en effet que le vainqueur du tour sortant. On a perdu quand même pas mal de leaders. Remco Evenepoel, Primož Roglič a lui aussi concédé 49 secondes déjà à l'issue de cette première étape. C'est le cas aussi pour Carlos Rodriguez. Ça fait beaucoup déjà, première étape, et déjà un retard de 49 secondes. 39, puisque les 49 c'est au général, avec les 10 secondes de bonification, mais il y avait 39, pour 39 il y avait 39 secondes sur la ligne entre Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard et les autres coureurs du classement général. Bon, après, si vous êtes à 39 secondes de Vingegaard et Pogačar sur les champs, vous serez sur le podium. Après, c'est surtout dans la tête qu'elle fait mal. Ouais. D'ailleurs, vous avez entendu Geraint Thomas dit même à 39 ans faire ce genre de conneries parce que c'est une histoire de placement. Toute la journée, on l'a dit avec Jackie. C'est nerveux au cas où. Le au cas où, il était à 16 bornes. Et pourtant, ça paraissait quand même. Alors, je vais pas passer pour celui qui sait tout, mais à 120 bornes de l'arrivée. C'est pas là que ça va se faire. C'est pas à 80 bornes de l'arrivée. On sait que c'est dans la dernière heure de course. Une heure de course, c'est quoi? C'est 50 bornes. Il faut être concentré sur 50 km. J'ai le diplôme, moi. Non mais Solaire, non, par mais exemple. Marc Solaire, il a fait n'importe quoi. Et il faut pas s'étonner qu'il y ait que Tim Wellens aussi, pour le coup, avec Tadej Pogačar dans ce dernier groupe. Là qu'on n'a pas fait n'importe quoi, la Visma Lease Bike qui était en surnombre aux côtés de Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard, Audrey, qui a été vigilant tout au long de la journée, on l'a même vu aller chercher un petit point au sommet de la dernière difficulté de la journée. Ça mange pas de pain. Ouais, et puis en fait, on se rend compte, les gens ont tendance à croire que les leaders de classement généraux, ils se cachent, ils en font pas trop, ils dépensent pas d'énergie. Là, que ce soit Vingegaard ou Pogačar, ils ont roulé. C'était peut-être même eux qui en faisaient le plus à un moment donné pour essayer de prendre un maximum d'avance sur tous les autres prétendants au classement général. Ils se sont pas épargnés aujourd'hui. Et c'est ça, en fait, le nouveau vélo. C'est qu'on a des leaders de classement généraux, des leaders du Tour de France, qui osent y aller, qui dépensent de l'énergie dès le premier jour. Et c'est assez impressionnant quand même, quoi. C'était un moment important, Jackie, tout de même, cette accélération de la Visma Lease Bike. C'est bien joué aussi. Ouais, non, on l'avait dit, hein, l'équipe Visma Lease Bike est mieux armée en ce qui concerne les étapes de plaine. Entre les Affini, les Campenars, les Tim Wellens, du moins, et on a qui d'autre, même Jorgensen, ça va pas mal. Elle est mieux armée pour les étapes de plaine. Moi, j'avoue que je suis surpris de les voir. Pas intérêt non plus à ce moment-là. Je crois qu'il avait envie de se rassurer. Il sait, de toute façon, il le sait, même s'il a annoncé en conférence de presse qu'il est venu sur le Tour pour battre Tadej Pogačar, il sait qu'il est en dessous. Et là, on a l'impression qu'il a envie de se rassurer. Il dit, je suis bien dans les bordures. Tiens, je vais faire un point au Grand Prix de la montagne. On verra la suite, mais j'ai trouvé quand même Tadej Pogačar, même si c'est vrai qu'il a roulé un moment dans la bordure, j'ai trouvé Tadej Pogačar, qui n'avait personne avec lui à part Tim Wellens, beaucoup plus serein. Alors que Vingegaard, lui, ne l'était pas.
Bon, ils ont tout de même réussi à prendre 39 le- secondes d'avance sur d'autres c'est mieux. prétendant à la victoire finale comme Primož Roglic et Remco Evenepoel ou encore Carlos Rodriguez, les grands perdants de cette première étape. Bon, ils ont le temps sur 3 semaines de se rattraper. Les Français ont animé cette première étape du Tour de France, notamment avec Benjamin Thomas et Matteo Verchet qui ont été à l'avant, qui se sont livrés à une belle bataille, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire, pour aller chercher le premier maillot à poids de ce Tour de France, Steve. Oui, on peut voir. D'ailleurs, merci de remettre quand même sacrément ce sprint parce que il y a quand même un vrai jeu de coureurs, qui veulent jouer un petit peu sur l'intox. On va voir Benjamin Thomas qui, au moment où la route devient beaucoup moins large, il est sur la gauche. Matteo Verchet va réussir à faire l'effort et là, au moment où il veut le tasser. Bon déjà, mais il le laisse quand même passer. Et puis Verchet lui aussi, t'as voulu me tasser, moi tu sais quoi, je vais te fermer la porte bien à gauche. Et il reste quoi? Il reste 80 mètres pour aller chercher la ligne. Et là, Benjamin Thomas est plus fort que Verchet. Il jette le vélo, la roue avance des robes et blam! Là, c'est tac par derrière, c'est rouge normalement. Tac par derrière comme ça. Si l'arbitre voit ça dans la surface, c'est penalty, exclusion. Mais là, on est sur le tour, on est à Cassel. Heureusement qu'il n'y en a pas un qui se fait mal. Voilà, heureusement. Mais semble-t-il. C'est pour ça qu'on en rigole. Ouais. Mais ceci dit, sur le moment, on voit même Matteo, il est hyper surpris. C'est grâce à ce point que Benjamin prend le maillot de leader du classement de la montagne. Mais non, ils ont eu chaud. Tac l'assassin. Ouais, parce qu'à l'image, on ne le voit pas, mais Steve, tu les connais, ces pavés. Ah non, ils sont vraiment pourris. Mais on n'est pas dans un troué d'Arambert, bien évidemment, mais au pied de l'ascension de Cassel, on est sur des pavés magnifiques. Là, on est sur la belle place de Cassel, et je peux vous assurer que le pavé, il vaut ce coup. Et c'est ce qui fait que ça provoque la chute. C'est le jeté de vélo. Ouais, pour moi, c'est vraiment le jeté de vélo. Évidemment, quand vous jetez le vélo, vous avez un peu moins d'adhérence sur la roue avant et à un moment, elle reprend. La roue arrière, ça guide plus rien. Donc, on en rigole parce que tout le monde s'est soulevé, mais je comprends l'attitude de Matteo. Qu'est-ce qu'il me fait? Et puis, imaginez les coureurs du peloton. Parce que, on en rigole, mais derrière, ils ont dû rigoler. Regardez les deux, là. Ils sont échappés, ils se font le sprint, ils arrivent à tomber à 2. Parce que, il y en a qui ont rigolé au sein du peloton. Bon, surtout en les voyant se relever, mais c'est quand même assez exceptionnel. Le genre de choses qui peut arriver, on ne pourra pas leur reprocher évidemment d'avoir joué à fond. Ce maillot à poids, il a le sourire ce soir sur le podium, c'est évidemment Benjamin Thomas, parce que dans ce jeté de vélo, il a réussi à garder une mince avance sur Matteo Verchet et donc il va porter le premier maillot à poids de ce Tour de France. Et en revanche, un petit peu plus compliqué pour Lenny Martinez. Audrey, on l'a vu malheureusement en difficulté les grimpeurs français aujourd'hui. Ouais, on l'a vu en difficulté, on l'a vu mentalement aussi touché parce qu'il a beaucoup secoué la tête. On ne sait pas ce qui s'est passé pour Lenny Martinez. Je pense peut-être un petit virus, une petite maladie qui est passée par là. Très en forme sur le Dauphiné. C'est vrai que derrière c'est compliqué de garder cette forme montante quand on est très affûté. Il a fait très très chaud ces derniers jours. On va essayer d'avoir des nouvelles de Lenny Martinez qui va falloir pour lui passer cette première semaine et on espère le revoir beaucoup mieux dans Hautacam notamment. Louis-Pierre, elle est dure cette première journée de Lenny Martinez. On l'a vu plusieurs fois hocher de la tête, même râler, crier, l'impression qu'il est complètement déçu. Ouais, ça a été un des premiers distancés, on n'a pas bien compris. Alors on s'est dit est-ce que c'est le coup de vent qu'il a mis un petit peu derrière. Finalement il est rentré mais jamais seul, il avait toujours du soutien avec lui pour rentrer. Ouais, franchement c'est inquiétant. Après je pense que sur la fin il lâche prise parce que ça sert à rien, il sait qu'il va rentrer, il va finir tranquillement l'étape donc ça sert à rien d'insister, mais il termine quand même tout seul assez loin de Jasper Philipsen et de tous les autres coureurs. Certes, il n'était pas là pour le classement général, mais voilà, on espère que ce n'est qu'un virus, comme l'a dit Audrey, et qu'il n'y a rien de plus grave, parce que sinon ça peut être une belle galère, d'autant qu'on dit qu'il n'y a pas de montagne. Enfin, c'était pas non plus une journée de repos. Non, après, on sent bien, on l'a bien senti qu'il était sans force. Je pense que s'il avait été sur une course d'un jour, il n'aurait peut-être pas pris le départ, même le staff lui aurait interdit. Il a galéré. C'est dur pour un coureur qui aurait pu viser le classement général. Bon, on a compris que non. Espérons qu'il se refasse. Mais c'est vrai qu'il faut toujours trouver un avantage à une journée galère.
Là, il est très loin, il va reprendre du temps au chrono. Bah voilà. Impeccable. Audrey parlait d'Otakam, première échappée. Il est loin au général, paf, vainqueur à Otakam de la 12e étape. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Mais je pense qu'aujourd'hui, là, ce soir, il pense plus à se refaire une santé qu'à l'étape d'Otakam. 9 minutes et 11 secondes de concédé aujourd'hui pour Lenny Martinez. On va retrouver notre reporter sur place à Lille avec Florian Pigeon en direct. Forcément, on veut en savoir un petit peu plus sur notre grimpeur français, notre pépite Lenny Martinez, 21 ans, qui a vécu une journée compliquée. Est-ce que vous avez pu avoir quelques informations, Florian ? Bon, en tout cas, j'ai tenté de gratter, évidemment, avec Andrea Camilloni à la caméra. On a fait le pied le gru devant le bus. Déjà, j'ai fait un petit coup de bluff. J'ai été voir l'attaché de presse. Je lui ai dit, en fait, il est malade, Lenny. Depuis ce matin, il est parti malade. Réponse, non. L'attaché de presse, non. Tous les membres du staff à qui j'ai été parler, non. Il a rien. Il était en pleine santé. Sauf qu'après, on a vu Lenny Martinez arriver. Et là, effectivement, il était blanc, livide. On a continué de me dire non, mais avec un peu moins d'intensité. Après, on sait qu'il y a toujours une petite part de bluff, hein, forcément, dans le monde du vélo. Je vous laisse avec ça, j'en sais pas plus, même si j'ai tenté de gratter. L'enquêteur, Florian Pigeon, on en saura peut-être un petit peu plus demain également. Lenny Martinez qui s'arrêtera peut-être, on l'espère, au micro de Florian Pigeon avant la deuxième étape. Mais rien n'est perdu, évidemment, pour le Grand Tour. On espère qu'il se passe mieux, Steve, que son premier Tour de France. C'était l'année dernière où il a été un petit peu compliqué. Oui, dans la même dynamique, hein, à traîner sa misère. Après, contrairement à l'année dernière, je pense que sa préparation a été optimale. Alors, effectivement, il y a peut-être un virus ou il y a peut-être autre chose, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que, comme l'a dit Jackie, et il a raison de le souligner, il a de la chance aujourd'hui que ce n'était pas une étape bien plus vallonnée, parce que bah voilà, il a pété, il a traîné sa misère, mais il est dans les délais. Il peut repartir demain, et ça se trouve dans une semaine, qu'est-ce qu'on dira? Lenny Martinez. Mais qu'est-ce qu'il a bien fait de perdre 10 minutes aujourd'hui, de perdre encore 5 minutes ou 7 minutes au contre-la-montre de Caen. Donc voilà, il faut passer par ce genre de moment pour peut-être apprécier encore plus quand il gagnera une étape. C'est tout le mal qu'on lui fait. Évidemment, il y a eu beaucoup de tensions tout au long de cette première étape, et notamment dans le final, avec ce groupe qui était déjà fait et qui est retombé. C'est Marine Vandenberg qui, je crois, touche la roue de Binyam Girmay, il me semble. Oui, après, au moment où il touche la roue de Binyam Girmay, on sent que c'est la petite boule qui est en train de se faire sur ceux qui vont faire le sprint. Il y a la quinzaine de coureurs qui sont devant, on le sait, qui vont rouler et qui vont ne pas se préoccuper de la victoire d'étape. Et dans cette fameuse boule de ceux qui vont faire le sprint, bah regardez, c'est pas compliqué, hein. On a Ben O'Connor, on a Henrik Mas, on a même Jonas Vingegaard qui est sur la droite. C'est la petite boule de ceux qui vont se faire emmener, qui ne doivent pas prendre de cassure. Et malheureusement, ça touche hein, pour Vandenberg qui tombe. Et puis bah pas de bol non plus pour O'Connor parce que lui il demande rien à personne, hein, voilà, il peut pas l'éviter. Calen Groves, bah artiste, hein, il a vraiment du bol quand même de pas trop. Henrik Mas est là, voilà. C'est terrible, mais j'ai envie de dire, c'est presque logique. Il y a plus que 10 coureurs qui roulent. D'ailleurs, avec Jackie et Louis-Pierre, on l'a dit pendant le live, il y avait quand même une possibilité de rentrer derrière parce qu'il y a un moment donné, on savait qu'il y avait les 3/4 de ce groupe qui allaient se relever, se laisser emmener justement pour ne pas se mêler au sprint. Donc bah, puis bah, c'est le Tour aussi. Hein. Je suis pas sûr que au Tour de Picardie, au Tour de Bretagne ou aux boucles du Haut-Var, ça frotte comme ça avec 30 mecs devant. Hein. L'une des informations principales également, malheureusement, c'est à la suite de la tension palpable au sein de cette première étape, l'abandon de 2 coureurs. Déjà, eux aussi sont tombés aujourd'hui. Stéphane Bissegger et Filippo Ganna ont quitté déjà, Louis-Pierre, les routes du Tour de France. Ouais, à 132 km 500, la première chute de la journée pour Filippo Ganna, l'Italien de cette formation Ineos Grenadiers, qui est tombé avec Sean Flynn pour la formation Picnic Postenel, et Filippo Ganna qui est reparti, qui a mis du temps, qui a changé de chaussures et qui, on l'avait bien vu, a été quand même bien touché au dos. Il n'a pas terminé donc cette étape. Et puis Stéphane Bissegger qui est tombé, lui c'était un petit peu plus tard. À noter que tous les autres coureurs sont arrivés, ce sont les 2 seuls abandons dans une étape très très nerveuse. Donc Filippo Ganna et Stéphane Bissegger, un coup dur pour Carlos Rodriguez évidemment de l'équipe Ineos Grenadiers, et pour Félix Gall de la formation des 80 G2R la mondiale. Stéphane Bissegger et Filippo Ganna qui avaient aussi des ambitions de victoire d'étape cette semaine avec le chrono du côté de Caen.